On a eu un peu un coup dur avant parce qu'on avait une marque de vêtements avec un autre gars, ça s'était mal passé. Donc on s'est retrouvés un peu comme des merdes comme ça. Puis on s'est dit justement à partir de là, on va créer un truc de ouf. Et notre vécu est devenu notre message en fait. Un business c'est pas vraiment une offre, tu sais, genre les gens le conceptualisent trop comme du business en fait, comme la connotation qu'on a du mot business de manière générale, faire de l'argent, vendre quelque chose, etc. Alors que pour moi je vois vraiment le business comme une transmission d'un message ou de connaissances ou de quelque chose qui va au-delà de l'aspect financier, d'une offre basique ou autre, tu vois. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. Ce podcast a un seul objectif, rassembler des experts à travers tout le pays pour vous partager les meilleures informations sur l'immobilier et le monde des affaires. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent, mais très différent des habitudes, donc très différent de l'immobilier. On aura quand même une brève discussion sur l'immobilier, mais ce sera court. J'accueille aujourd'hui Mathias Montavon, très connu sur YouTube, suisse de Lausanne, qui est aussi sportif de haut niveau, et puis entrepreneur aussi, pas mal de business. Hello Mathias. Salut, ça va ? Très bien. Merci beaucoup d'accepter de venir faire cet épisode avec moi. Merci pour l'accueil, ça fait plaisir. La toute première question que j'avais, moi, parce que ça m'interpelle. Tu vois, en fait, moi, je fais des vidéos dans un domaine, je suis actif dans un domaine et je fais que un truc. Puis du coup, j'ai pas envie de dire que c'est facile parce qu'il y a du travail, mais c'est super clair. Puis je me dis, quand je vois ton profil à toi, sportif de haut niveau, donc au volley, entrepreneur avec business, le business Bilost, on en parlera certainement après, donc plutôt du e-commerce, bijoux, et puis à la fois du montage vidéo, et puis en plus de ça, encore créateur de contenu pour toi, quoi, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Mais comment tu fais pour jongler dans les trois ? Alors déjà, tu dis que c'est plus facile forcément d'avoir un truc, mais je pense que chaque manière de faire a un peu ses avantages et ses inconvénients. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Et à mon avis, il y a aussi le fait que moi, d'une certaine manière, je peux un peu changer d'univers constamment, découvrir quelque chose d'un peu différent. Je serai jamais tout le temps dans un seul truc. Et c'est quelque chose que moi j'avais besoin. C'est aussi pour ça que je m'éparpille un peu. Ça, c'est le côté un peu plus négatif. J'ai envie de tout faire, j'ai envie de tout essayer, etc. Mais en même temps, ça me permet des fois de moins voir un projet pendant quelques temps et après de revenir dessus avec des idées un peu plus fraîches, en ayant laissé reposer peut-être pendant un peu plus de temps, etc. etc. Donc, dans ma manière de faire, j'essaye quand même de toujours avoir un focus principal. D'avoir par exemple, je me dis ok, pendant cette période de temps je vais vraiment me focus sur YouTube parce que c'est là-dessus que j'ai envie d'avancer sur quelque chose, sur une vidéo. Il y a une grosse vidéo qui arrive, j'ai envie de faire quelque chose de bien, donc je vais me dire ok, 80% de mon temps, bon on est suisse, j'avoue, tu t'adresses à des Suisses en plus, donc là j'ai pas besoin de faire semblant. Donc 80% de mon temps je vais le passer sur YouTube et j'essaie à fond de traquer mon temps sur mon ordi. J'ai un petit truc qui me demande constamment ce que je fais et pour qu'à la fin de la semaine je puisse me dire ok, là t'as vraiment passé 80% de ton temps, donc c'est good, tu vois, genre t'es dans ton truc. Et si je vois que je galère trop, parce que forcément j'ai des responsabilités dans tous les business que j'ai des gens qui travaillent pour moi dans tous les business différents, je travaille même sur des nouveaux projets aussi à côté, donc c'est très dur de ne pas aller dans tous les sens, de s'asseoir sur son bureau et de se dire ok, bon, je peux faire littéralement n'importe quoi. Dans tous mes projets, il y a de quoi faire. Maintenant, j'avance où en fait ? Du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais je pense que c'est des choses qui doivent être réfléchies avant de s'engager dans une période de travail. Et tu dois savoir vraiment où tu vas mettre tes efforts pour pas justement avoir cette sensation de te faire un peu étouffer par la totalité des choses. Et il y a un moment donné aussi où il faut être capable de dire ok, ben ce projet-là, c'est vrai qu'il va avancer un peu moins vite pendant un petit moment, mais au moins ça me permettra d'être focus à fond sur quelque chose et de le faire bien, au lieu de se dire ok, j'avance presque à reculons en fait sur tout et j'ai l'impression que tout va bien. En fait, si je voulais bosser sur tout en même temps, il n'y a rien qui grandirait. C'est-à-dire que j'arriverais à faire
à faire survivre un peu tous les projets, mais il y en a, je pourrais très difficilement vraiment les faire développer. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu ce que j'ai remarqué, parce que c'est vrai qu'au début, c'est pas forcément des prises de conscience que j'avais. J'arrivais, je me disais ok, bon bah je fais un peu de ci, je fais un peu de ça, vas-y là j'avance un peu sur ma vidéo, vraiment comme je le sentais. Et surtout mon seul truc c'était vas-y, je veux avoir un peu un sentiment d'accomplissement à la fin de ma journée, donc il faut que tout ait avancé. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça menait à rien, et que au fur et à mesure que je créais des projets, bah ça marchait pas trop. Tu sais, j'arrivais à la fin de la journée, je me disais ok, bon, tout a avancé, mais en même temps rien non plus. Tu sais, genre pas vraiment de manière approfondie. C'est comme ça que je me suis rendu compte que tu devais faire des focus. Ok, genre là, tu as une nouvelle collection Belost. Pendant un mois, ton focus, ça sera 80% de ton temps sur Belost. Et après, tu as encore, au final, si 80% de ton temps c'est sur Belost, tu as quand même une journée encore. Après, ça dépend combien de temps tu travailles dans la fin. Bref, t'as capté. T'as quand même 20% encore sur le reste, toi. Donc, ça veut pas dire que. Voilà. Et ces 20%, ils sont justement là pour faire survivre les autres projets autour. Ouais. Et du coup, en fait, projet par projet, je les fais évoluer un par un, on va dire, de cette manière-là. Parce que dans ta vie, comment tu l'as construite, dans le sens, tu as commencé par le sport de haut niveau, puis après tu as rajouté je sais pas, les vidéos sur YouTube, après Belost, après le montage, ou comment tu l'as fait? Ouais, c'était un peu dans cet ordre-là. Ok. J'ai toujours fait du sport depuis que je suis tout petit. Après, le volley, c'est le dernier des sports que j'ai commencé à 16 ans. Et très vite, j'ai arrêté les autres. J'ai fait hockey, foot, Ah ouais. agrès, kung-fu. J'ai tout fait. Mais du coup, c'était pas mal parce que ça m'a rendu assez polyvalent. Et puis, au final, c'était un peu des bases. Et aussi, c'est vrai que quand tu commences un sport à 12 ans et que tu deviens pro après, peut-être, je sais pas, à 20, eh ben, c'est dur après de tenir. Et ça fait bientôt 20 piges que tu fais ton truc. Au bout d'un moment, t'en as marre, tu vois. Donc, le fait que j'ai commencé assez tard, finalement, ça me permet de garder un peu cette motivation, cette envie d'évoluer dans ce sport et de se dire, ok, ben, tu vois, j'ai pas ce sentiment d'avoir fini un peu le game dans ce sport-là alors que j'ai que 27 ans. Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on voyait souvent, tu vois, j'en voyais souvent des gars qui commençaient hyper tôt et ils arrivaient à un très bon niveau. Tu voyais que les gars, ça faisait un moment qu'ils jouaient, et puis 3 ans après, ben, tu voyais qu'ils avaient plus trop envie, qu'au bout d'un moment, ils en pouvaient plus et ils arrêtaient à cause de ça. Donc, je trouvais un peu dommage aussi. Tu peux te permettre d'ailleurs de faire que du volley en Suisse ou pas? Il y a des gens qui font que du volley de manière professionnelle. Ouais, je dirais pas. Il y en a quelques-uns, mais je dirais que si tu es suisse, que tu vis en Suisse et que tu as envie de construire un peu une vie ici, eh ben, c'est un peu tricky, quoi. Alors tu dois être très fort déjà. Je pense que tu es le meilleur Suisse de l'histoire pour vraiment avoir un bon salaire. Par contre, c'est vrai que pour des étrangers, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est les joueurs en gros qui viennent d'autres pays pour jouer ici. En général, c'est les meilleurs joueurs, c'est ceux qui sont quand même pros, qui font vraiment que ça. Et forcément, ben, si par exemple, je sais pas, un Serbe, il vient jouer dans notre équipe et il gagne un salaire qui est équivalent à peu près au mien, ben pour moi, ça suffit pas pour vivre en Suisse. Ouais. Mais lui, le temps qu'il joue, il est nourri et logé, et blanchi. Et puis après, quand il retourne dans son pays, bah, tu vois, c'est un bon salaire au final pour lui. Donc, c'est clairement quelque chose qui est réalisable. Mais c'est vrai que quand tu es suisse, que tu vis en Suisse et que tu veux faire vraiment que du volley, bah, je ferais peut-être 2-3 études à côté, juste pour être sûr. En backup. C'est quoi ce que tu préfères entre le business et le sport? Il y a plein de similitudes au final. Enfin, tu me dis si je me trompe, moi je suis pas sportif professionnel, j'ai fait un peu de foot. Voilà, et j'ai fait de la musique, mais j'ai vraiment le sport, j'ai pas. Mais je me dis, quand on compare, c'est tu as besoin de la discipline, tu as besoin d'être organisé, tu as besoin de bosser. Il y a quand même des similitudes entre de t'entraîner tout le temps, entre le business et le sport. Ouais. Tu préfères quoi entre les deux? Si tu devais arrêter un des deux, maintenant, là, tu n'as pas le choix. Tu arrêtes quoi? Alors, d'abord, je vais développer. C'est vrai que c'est assez similaire en fait au niveau de la mentalité. Ouais. Dans le sens où, dans les deux, c'est très difficile. Il y aura des moments de doute. Ça peut vraiment te faire péter des câbles dans tous les sens. Tu vas être frustré, tu vas échouer tout le temps, beaucoup plus que tu vas réussir, que ce soit dans l'un ou l'autre.
Et, mais tu vas avoir besoin de persévérance, etc. Donc au final, les processus liés un peu au mental et au processus du process. Non, mais à la manière d'évoluer, que ce soit dans le business ou dans le sport, c'est vrai que c'est assez similaire. Et moi, en fait, j'ai beaucoup appris du volley, et notamment grâce à un coach qui avait toutes ces notions dev perso de fou malade, qui était complètement un travailleur fou. J'ai énormément appris de lui. Et j'ai pu l'extrapoler après sur le business. Donc clairement, c'est pas anodin si maintenant j'ai cette mentalité-là aussi dans le biz. Euh, Par contre, c'est vrai que toi, par exemple, dans le business, moi, j'ai beaucoup moins l'aspect social que j'ai dans le volet. Donc, c'est quand même très différent. Il y a une performance physique, il y en a une autre qui ne l'est pas du tout. Tu as quand même aussi beaucoup de différences. Mais si je devais arrêter là, maintenant, j'arrêterais le business. Ah ouais? Parce que le sport, c'est un truc que je pourrais pas continuer toute ma vie. Parce que tu vois, genre, en fait, à 35 ans, 40 ans, tu devrais arrêter le volley. C'est à quel âge que tu arrêtes le volley en général? Après, ça dépend. Je dirais que si tu veux jouer en pro, il faut que tu t'arrêtes vers les 35-40, on va dire. 35, ça, c'est quand tu pousses un peu le délire. Sinon, je dirais entre 30 et 35, ça, c'est justement les Suisses qui sont pas pros et qui ont la possibilité de pas forcément tenir compte du salaire que tu reçois dans le volley pour vivre, on va dire. Et qui après trouve forcément peut-être un métier qui ne te permet pas de t'entraîner le matin, qui complique un peu les choses. Après, tu vas peut-être fonder une famille, donc quand tu as un bébé et que tu dors plus, forcément ça devient aussi plus dur de performer. Donc il y a plein d'enjeux qui viennent rendre le truc un peu plus compliqué. Et qui fait que forcément le sport à haut niveau devient aussi plus dur. Mais c'est pour ça que j'arrêterai en fait le business, parce que le business je peux le reprendre à 35 ans et puis jusqu'à la fin de ma vie c'est long, enfin j'en ai des trucs à faire, tu vois. Alors que le sport, je sais que dans 10 ans comme maintenant, je suis pas sûr, ça sera peut-être différent, tu vois. Je jouerai peut-être dans une équipe à moins haut niveau, pas en pro, juste pour le plaisir, mais ça sera pas pareil, C'est combien d'entraînements par semaine? Là, j'en ai 2 par jour. Là, 2 par jour? Ouais. Pardon, je pensais parler par semaine. Donc, tu as 2 matchs par semaine, 2 entraînements par jour? Non, en moyenne, c'est un match par semaine. Là, on a une période où il y en a 2. Okay. Du coup, c'est vrai que c'est un peu plus intense. Mais au final, en moyenne, on a quand même un match par semaine et puis 2 entraînements par jour. Sauf le dimanche où là, on a quand même toujours un jour de récup en général. Ok. Moi, je trouve super ingrat le volley. Je connais rien au volley du tout. Okay. Absolument rien du tout. Mais je le mets dans la même case que le badminton pour l'effort physique ou que le tennis, par exemple. C'est pas. Alors, il y a moins d'endurance, beaucoup plus d'explosivité que le foot, qui est le sport que je connais vraiment. J'ai pas fait de hockey non plus. Mais putain, tu vas en avant, en arrière, à droite, à gauche en permanence. Tu dois te faire. D'ailleurs, t'as un bon exemple, mais tu t'es fait la cheville là. Ouais. Je me dis, mais ça doit arriver tous les matchs, ça, non? Non, alors déjà on a l'habitude et c'est vrai qu'on se blesse rarement nous-mêmes avec un faux mouvement, un déplacement qu'on rate, un changement de direction ou quoi, et ça arrive quasiment jamais qu'on se blesse comme ça. Ouais. Moi je comparerais plutôt au basket où on saute tous un peu au même endroit et du coup en retombant sur le pied d'un autre, c'est là que la chute et le twist. Mais, c'est ce que tu as eu là? Ouais, moi c'est ce que j'ai eu du coup. Contrairement au basket, on a 2 camps, donc les chances sont quand même moins élevées, mais la ligne du milieu, tu peux la mordre des 2 côtés. Ouais. Donc en fait, il y a une ligne où on a le droit d'être les 2 équipes dessus et du coup d'atterrir au même endroit. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Du coup, j'ai atterri sur la ligne. L'autre, il était plus ou moins sur la ligne aussi, mais un peu de son côté. Et là, elle a tourné comme ça. Ouais. T'as le droit de toucher le filet quand tu... Non. Ah ouais? Non, on peut rien toucher. La question de mongol. Non, mais ça va parce que c'est une règle qui a été changée il y a quelques années maintenant. Mais avant, en fait, tu pouvais toucher le filet en bas, mais juste pas la bande du haut. Du coup, ça va. Ok, alors ça va. Merci. T'es pas si loin. C'est quoi le plus concurrentiel entre les trois domaines? Donc création de contenu, sport et puis business. Ouais. Le business en spécifique que tu fais. Si tu veux détailler d'ailleurs. C'est très dur à dire. Parce que tu as choisi que des trucs concurrentiels dans ta vie. Ouais. Quand même. C'est assez pénible. J'en peux plus. Non,
Honnêtement, moi par exemple, en création de contenu, je joue à zéro concurrence. Je veux juste faire mon bail. Moi, je suis là pour créer. Je suis un peu un artiste dans le sens où ce que je fais, je le fais principalement pour moi et je m'en tape un peu de ce qui se fait autour. Après, toi, quand je vois des docus comme Kaizen de Inox, bah, je me dis waouh, tu sais, genre c'est fou, trop cool et ça m'inspire de ouf. Mais je le vois jamais comme une concu, déjà parce qu'il est 10 ans plus loin que moi, même s'il a 23 piges. Et aussi parce qu'on a des styles qui sont complètement différents. Et puis je pense qu'une chaîne, c'est vraiment propre à chacun un peu à son contenu. Et voilà, après, ben oui, il y a des chiffres, mais c'est vraiment le seul moyen de différencier deux créateurs. Et toi, si maintenant on compare un gars comme toi ou moi, et qu'on dit ok, qui réussit le plus en création de contenu, je pourrais pas dire c'est pas parce que j'ai 200 000 abonnés, parce que au final je m'adresse à une plus large audience, que c'est mieux que toi qui est hyper niché, qui est vraiment dans une région et une audience très 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 ciblée, et évidemment du coup tu vas toucher, enfin la cible est beaucoup moins grande, bah, tu pourras toucher moins de monde, donc ça va pas faire de toi un moins bon créateur que moi. Donc, c'est pour ça que pour moi la concurrence elle veut rien dire. En fait, on a le nombre d'abonnés qu'on mérite par rapport à ce qu'on crée et par rapport à la cible qu'on touche. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que MrBeast c'est le meilleur youtubeur du monde? Non, pas du tout. Moi, je préfère 1000 fois un Inox qui crée des trucs un peu dev perso qui pousse les gens à bouger qu'un MrBeast qui crie dans tous les sens et qui va faire un montage avec des cuts qui s'adresse à une audience de moins de 12 ans et qui, oui, bah, va toucher beaucoup de monde parce que des gosses, il y en a plein et ils sont trop fans de lui, tu vois. Donc, pour moi, le seul moyen de vraiment voir une compète sur la création de contenu, c'est les chiffres. Et pour moi, les chiffres font pas de sens. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est qui ton youtubeur préféré d'ailleurs? Waouh. Si tu dois en choisir un. Tu sais que en France, vraiment, j'en vois peu. Donc c'est pas moi. D'accord. Tes premières vidéos, je les ai regardées dans la voiture en venant. Je suis désolé, hein. Mais c'est juste vraiment l'immobilier, c'est pas un truc auquel je me suis intéressé. Mais maintenant, bientôt, peut-être que j'ai commencé à plus regarder. T'arrives à un certain âge, t'es obligé. Bah ouais, c'est ça. Je suis pas encore dans la cible, mais là, j'entre gentiment. Et puis pareil, dans le business, je m'en fous en fait. Il y en a plein qui font des formations de montage, il y a plein de marques de bijoux. Dans les formations, je le ressens beaucoup. Après, j'étais un des premiers quand même à amener une grosse format un peu montage venant d'un youtubeur. Il y en a qui faisaient plus un peu genre des vidéastes, etc. Après, ça c'est... Mec, il y en a 10 000 qui sont mis à le faire. Donc, je t'avoue, je regarde même pas trop ce qui se fait. Souvent, je me marre parce que tu as des modules, enfin des concepts un peu que j'ai voulu amener sur le truc qui sont exactement les mêmes chez les gars qui sortent des nouveaux formats. Donc, je suis là, vas-y, ça me fait juste rire, quoi. Mais en fait, à partir du moment où juste ça marche pour moi, je suis content. Voilà. Par contre, ça marche bien encore, ça? C'est quoi ce qui t'intéresse le plus à toi? C'est plutôt Beelost. D'ailleurs, explique en 2 mots ce que c'est Beelost, parce que Beelost, en fait, alors c'est une marque de bijoux, mais qui à la base est là pour vraiment partager un message un peu d'espoir, qui pousse les gens à sortir de la zone de confort pour peut-être se sentir perdus à certains moments de leur vie, mais comprendre que c'est justement dans ces situations-là qu'ils vont évoluer, qu'ils vont grandir, qu'ils vont avoir des prises de conscience et qui vont vraiment aller de l'avant en quelque sorte. Donc à la base, on était juste 2 potes. On a eu un peu un coup dur avant parce qu'on avait une marque de vêtements avec un autre gars. Ça s'était mal passé. Donc on s'est retrouvés un peu comme des merdes comme ça. Puis on s'est dit, justement, à partir de là, on va créer un truc de ouf. Et notre vécu est devenu notre message, en fait. Le message qu'on voulait faire comprendre aux gens. Dire que, ok, peut-être tu es dans une situation à chier là, mais comprends qu'à partir de là, tu as tout en main pour faire quelque chose de bien. Et on a voulu le prouver justement avec le projet. D'où le nom Beelost. Exactement, c'est ça. Excellent. Pousser les gens à se perdre. Donc en gros, c'est ça, Beelost. Et après, on a créé des bijoux et tout ça. La création de contenu, le montage vidéo, la formation, montage vidéo, et Beelost, c'est quoi ce que tu préfères développer? Comme j'en parlais au début, c'est vrai que c'est 2 univers vraiment, vraiment différents. Donc c'est dur à dire, mais je préfère quand même Beelost. En fait, parce que... Avec la formation de montage, je vais transmettre des compétences qui, derrière ça, vont permettre aux gens de créer des trucs un peu authentiques, qui leur tiennent à cœur, de peut-être faire partager des messages. Mais c'est un peu indirect, tu vois. Alors qu'avec Beelost, c'est nous qui partageons le message, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur.
que j'ai avec moi et avec nous, même avec Lucas et moi, depuis longtemps, parce qu'on a vécu plein de ces situations, justement. Donc, ça vient aussi du vécu, etc. C'est quand même plus un truc que j'ai là, mais pas forcément, un peu plus indirectement à travers la formation de montage. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression en discutant avec toi que en fonction de ce que tu vis, t'oriente un petit peu sur ce que tu fais professionnellement ou dans ton ambition. 100%. Je dis ça parce que tu as parlé de ton coach en volley qui t'a poussé dans le développement personnel. Tu parles de Bilost qui est au final une marque qui intègre le développement personnel. Et puis sur ta chaîne YouTube, ton contenu, tu me dis si je me trompe, mais au début, tu as testé 1 milliard de trucs. Ouais. Et après, tu t'es vraiment recentré sur le développement personnel un peu, non ? Clairement, ouais. Ouais, tout ce qui... En fait, je pars du principe que j'étais pas... Moi, à la base, tu me prends à 19 ans, j'étais une merde. Genre, vraiment, en fait, j'étais personne, je comprenais rien au concept de la vie, vraiment, il y a un peu rien qui allait. Et je me suis jamais vraiment considéré comme quelqu'un qui avait de la facilité, tu vois, en cours, j'ai redoublé. Tout ce que j'aimais, en fait, c'était juste faire des vidéos. Ça, je l'ai toujours eu. C'était vraiment une passion pour la création que ça, j'ai depuis le début. Mais par contre, c'est vrai que j'ai mis longtemps à me trouver, à savoir ce que je voulais amener aux gens. Et en fait, en découvrant des gens autour de moi qui ont pu m'amener des valeurs, une vision, des connaissances aussi pour grandir et puis me développer moi-même, et ben, c'est à partir de là que j'ai réussi à vraiment un peu trouver ma voie. Et après, ben, forcément, j'ai commencé à lire un peu plus, à m'informer un peu sur le sujet, parce qu'évidemment, quand tu veux faire une vidéo sur un truc, ben, c'est mieux si tu connais un tout petit peu, quoi. Donc, mais après, je suis aussi parti dans les expériences, principalement sur ma chaîne, parce que justement, j'ai besoin de vivre les choses pour avoir les prises de conscience. Tu sais, je suis un mec, je style pas trop ce qui se passe. En fait, j'ai besoin de vivre les choses. Quand on me dit quelque chose, des fois, j'ai un peu de la peine à capter. Ouais. Pareil, dans le sport, quand j'avais cet entraîneur-là, il pouvait me faire comprendre les choses, mais c'était vraiment sur le terrain que je ressortais une fois d'un match et je disais « Ah, ok, là, je comprends ce qu'il voulait me dire. Okay. » Et pareil, tu vois, même encore maintenant, avec lui, j'avais pas une position de titulaire. Maintenant que j'ai une position de titulaire, je comprends plein de choses où je me dis, à l'époque, vraiment, ça n'allait pas du tout. Comme mon approche à certaines choses, elle n'allait vraiment pas. Je voulais tellement jouer que j'espérais que le gars qui était à ma position joue mal pour que je puisse entrer, etc. Et c'est vrai que dans une vision plus globale, ça c'est pas du tout c'est égoïste de ouf. Genre, ça le fait pas du tout. Et donc et tu vois, c'est des trucs qu'il essayait de m'expliquer à un certain moment où j'étais pas prêt à le recevoir, et maintenant que j'ai cette place de titu, et ben je comprends 1000 fois mieux en fait l'idée de penser pour l'équipe, de comprendre que des fois tu vas rentrer juste pour un service, mais si tu arrives justement à amener ce petit truc, et ben tu vas quand même pouvoir aider l'équipe, et si l'équipe gagne, tu gagnes aussi. Parce que c'est vrai que des fois, quand je jouais pas, je me disais, ok, bon, ils ont gagné, mais en fait, je prenais pas forcément le crédit du truc. Pareil, quand on perdait, j'étais là, bon, ok, on a perdu, mais en même temps, j'ai très peu d'impact au final sur le match. Donc tout ça, c'était un peu une manière de voir les choses où j'étais un peu matrixé, où j'avais cet objectif, je veux jouer, et il n'y avait rien d'autre dans ma tête. Peu importe un peu l'équipe, ce qui se passait, la victoire, la défaite ou quoi. Et c'est vrai que j'ai quand même pas mal grandi et switch par rapport à ça, où je me dis là, ouais, ça allait pas du tout. Ouais. Et surtout, ce que j'ai compris, c'est que si... Parce que tu vois, avec du recul, tu dis, bon, même si tu avais compris, tu n'aurais peut-être pas pu jouer. Mais en fait, pas du tout. Genre, si tu arrives à capter ce que l'entraîneur veut de toi, pour mieux servir en fait un peu ce qu'il a besoin. Si tout d'un coup il a peut-être besoin juste d'une récep ou d'un truc à un moment donné du match, et que toi tu dis ok, je peux lui montrer que je peux être là pour ce genre de choses, et ben il va plus me faire jouer en fait. Mais vu que moi j'étais juste matrixé par je jouer et être titulaire et commencer un match, et ben en fait je ratais un peu les petites portes d'entrée qui me permettaient d'avoir peut-être un point. Après, tout d'un coup, je lui montre que je suis capable, donc j'en ai 2. Après, je peux jouer un peu plus. Et petit à petit, c'est comme ça que tu deviens titulaire, en fait. Mais moi, j'ai voulu sauter complètement toutes ces étapes-là. Et du coup, tout pour revenir, je me suis un peu perpillé, encore une fois. Mais pour revenir un peu sur la globalité du bail, ouais, j'ai besoin de vivre vraiment les choses. Et des fois, c'est même des années plus tard
que j'ai la prise de conscience et que je la partage du coup aux gens. Ouais. Alors qu'en fait, c'est un truc qui s'est passé il y a super longtemps dans ma vie. Ah, ok. C'est ce que tu as fait. On va rebondir sur bah non, rebondissons sur le contenu sur YouTube, parce que j'ai l'impression que tu es allé un peu dans cette direction sur YouTube, mais tu me dis si je me trompe. Mais au début, tu as fait. Moi, un truc qui m'interpelle, c'est au début, tu as fait du contenu super vague, un peu. Tu as testé des trucs, en gros, hein. Ouais. C'est à peu près ça, hein, aussi même en sport, ou des expériences, des trucs comme ça. Et puis après, tu as switché un peu plus développement personnel. Et puis des fois, tu fais des vidéos un peu plus spécifiques sur des sujets bien spécifiques. Je sais pas, un truc qui te passe par la tête, ou je sais pas, un truc que tu vois. Et je me suis dit, tu vois, moi, une vidéo YouTube maintenant, je parle que d'immobilier. Donc à la fin de la journée, je fais que ça, 15 heures par jour, 7 sur 7. Ça devient pas facile de faire une vidéo, mais je veux dire, la base, je l'ai déjà, tu vois, la colonne vertébrale, je l'ai déjà avant de la faire. Par contre, peut-être que des fois, je me dis, putain, je sais pas quoi faire comme vidéo. Je veux dire, je suis passé sur tous les sujets, j'ai refait, j'ai revu. Voilà. Peut-être un peu plus pénible ou moins excitant que quand tu changes. Mais voilà, après, c'est ma stratégie, c'est ça qui m'intéresse. Tout nouveau sujet, comment tu la prépares? Parce que moi, j'aimerais bien. Un truc qui m'intéresse perso, tu vois, c'est parler de l'histoire de la Suisse un peu, liée à l'immobilier, ou parler un peu plus d'histoire ou politique, tu vois, l'introduire un petit peu. Et sans faire de politique, mais juste en parler sur ce qui se passe en Suisse et lié à l'immobilier. Mais je me dis, je ne saurais même pas par quoi commencer pour préparer une vidéo, tu vois. En général, moi c'est un peu... je vais pas pouvoir trop t'aider en fait, parce que vraiment moi ça vient de ce que je vis. Pareil, tu vois, si une fois j'ai fait une vidéo sur le stoïcisme, c'est parce que tout d'un coup, je suis tombé sur une vidéo dessus et ça m'a interpellé. J'ai commencé à lire 2-3 trucs dessus, à regarder encore 2-3 vidéos. Après, je me suis dit, vas-y, ben, on va essayer d'appliquer ça dans ma vie et voir un peu ce que ça donne, etc. Et après, je me suis dit, ok, c'est cool, genre, je vois qu'il y a des résultats, je vois qu'il y a quelque chose à en faire de ce truc. Pourquoi pas le partager avec les gens? Et pendant que je le vis, j'ai un groupe WhatsApp avec moi tout seul dans le groupe en fait, et je m'écris en fait, je me fais des vocaux en mode ok, ben là j'ai remarqué ça, tu sais, des fois souvent c'est quand je conduis que j'ai ces genres de réflexions, parce que quand tu conduis en scoot principalement, ben en fait t'as pas de musique. T'as rien en fait, t'as que tes pensées et toi, genre t'es tout seul. Et c'est souvent là en fait que tout d'un coup j'ai un peu les idées. Je me dis, oh putain, c'est vrai que ça ce serait stylé d'en parler. Ah là, c'est vrai qu'il s'est passé ça, je pourrais peut-être faire un lien. Ok, je m'arrête sur le côté, je prends mon tel, je fais un audio pour me rappeler exactement de la phrase, des trucs un peu que je voulais partager. Et après, ce que je fais, c'est que je regroupe tout sur un Notion où je mets vraiment toutes mes idées, je retourne sur le groupe WhatsApp, je pose tout à plat, les audios, je les transcris, je les remets par terre. Et après, avec ça, je me dis, ok, bon, si je veux en faire une vidéo, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire? Souvent, ça tourne autour des expériences parce que bah, forcément, ça vient de mon vécu. Mais si je veux faire un truc un peu plus théorique, eh ben, j'essaie toujours de mettre un aspect théorique et toujours des exemples. Et du coup, j'utilise la pratique pour donner des exemples un peu concrets sur le sujet. Donc, toi, si tu veux faire qu'est-ce qui te motive à faire un peu de la géopolitique suisse? Eh ben, tu as forcément vu quelque chose, tu as forcément derrière la tête un truc qui t'a fait te dire putain, j'aimerais bien parler de ça, et ça ferait partie un peu du storytelling que tu amènerais sur la vidéo YouTube et qui pousserait les gens à s'intéresser eux aussi à la géopolitique suisse liée à l'immobilier, etc., etc., tu vois. Et c'est comme ça en fait que je l'amènerais, et tu poses un peu tes idées, et après, tu construis ta vidéo. Moi, par exemple, le stoïcisme, après, à chaque fois, c'est un peu un hook. Après, une partie qui explique ce que c'est le stoïcisme, qui amène du contexte. Après, une partie plus où il y a les défis liés au truc pour comprendre qu'est-ce qu'il y a à surmonter, quelles sont les problématiques, les enjeux et tout ça. Et après, à la fin, tu as un peu la solution. C'est pas forcément très compliqué, tu vois, comme structure. Sur YouTube, ça suffit en général. Ouais, et c'est comme ça que tu développes un peu le truc, quoi. Ouais, moi c'est un peu comme ça que je le ferais, quoi. Et tu te dis jamais, parce qu'un truc que je me dis, bon, typiquement, si je prends l'exemple de l'histoire, par exemple, ça m'intéresse beaucoup, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, mais je me dis toujours, putain, tu vois, je suis qui
pour parler de ça. Ouais. Tu vois, parce que l'immobilier, honnêtement, là c'est devenu tellement rare. C'est devenu, enfin, ça m'arrive quasiment jamais qu'on me pose une question, je sais pas répondre. Tu vois, il y a forcément, Ouais. vu que je fais vraiment que ça depuis 6 ans, 7 sur 7, je connais vraiment bien le sujet, tu vois. Donc j'ai aucune inquiétude, aucun problème à en parler. Mais je me dis, à partir de quand, dans un sujet, tu te dis, c'est bon, je peux le faire, je maîtrise. Tu vois, parce que je pense que ça, c'est la question de plein de personnes pour du contenu. Mais à partir du moment où tu es libre de parler de ce que tu veux. Bon, ça, c'est vrai. Non, dans le sens où moi, comment je l'amène, en fait, c'est toujours de la même manière. J'ai découvert ça, je m'y suis intéressé et je vous parle de ce que j'ai appris là-dessus en essayant. Et du coup, même en étant personne, et en fait, si tu regardes, il y a plein de concepts comme ça sur YouTube. Tu regardes l'exemple de Tristan qui fait les PMP. Tu vois ce que c'est, les Practice Makes Perfect. En gros, il a un concept très simple, il veut tout essayer. Donc tout d'un coup, il va aller faire du wakeboard, il part de zéro et il montre comment il va arriver à faire un backflip en wakeboard. Mais les gens, ils regardent de fou parce que ce qu'ils aiment, c'est quelqu'un qui progresse. Le progrès, c'est la base du storytelling au final. Ouais, bien sûr. C'est de voir un développement. Je ne sais pas si tu connais un peu le cercle du storytelling. Où en gros, en fait, tu pars d'un personnage principal qui vit dans un contexte de base. En général, ils font en sorte que ce soit une routine qui ressemble à celle de Monsieur Tout-le-Monde pour que les gens puissent s'identifier facilement. Après, il va rentrer dans une quête vers quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il désire en fait. Il va se battre, il va avoir des défis, il va avoir du monde, peut-être des ennemis, peut-être des enjeux, etc. pour arriver à avoir la récompense. En général, c'est là où tu as un peu un momentum, où tout d'un coup, il y a un ennemi qui est très gros et qu'il est au bord de la mort, et tout d'un coup, il y a un truc de fou qui se passe et qu'il arrive justement à avoir la récompense. Et c'est un peu le climax de la vidéo. En général, c'est à l'opposé justement de la routine de base qu'on a quand on commence l'histoire. Et après, on monte sur le retour du héros, en quelque sorte, le retour à la vie normale, où il doit prendre la récompense et l'amener dans sa vie normale. Moi, par exemple, dans mes vidéos, c'est la prise de conscience que j'ai eue en faisant cette expérience-là. Comment est-ce que maintenant, je vais l'appliquer dans une routine plus habituelle que j'ai, tu vois. Et c'est comme ça que tu ramènes la récompense dans la routine. Après, tu passes encore un autre quart là, et tu reviens en fait. Et le fin mot en fait de l'histoire de ce cercle, c'est l'évolution entre le personnage de base et comment il a changé après avoir fait le cercle en fait, après avoir vécu l'expérience. Et c'est pour ça que tout tourne autour d'une évolution et du progrès. C'est pour ça qu'en fait, tu peux être personne à partir du moment où... En fait, c'est même mieux. Genre, si t'es comme tout le monde, que tu te poses juste 2-3 questions sur un truc, que tu vas approfondir, voir un peu ce qui se passe, tu vas rencontrer des enjeux, des problèmes et tout, tu vas avoir peut-être justement la prise de conscience, le bénéfice à t'avoir plongé dans cette histoire-là ou dans ce domaine-là. Et tu vas revenir à la vie normale et peut-être justement transmettre ça à des gens pour qu'ils puissent bénéficier de la récompense sans avoir eux à vivre toutes les galères que tu as eues en voulant approfondir un peu le sujet, tu vois. Excellent. Tu testes souvent des nouveaux trucs de manière générale dans la vie? Ouais, moi j'adore. Ah ouais, c'est quoi le dernier truc que tu as testé là? Moi, ma meuf, elle en peut plus parce que à chaque fois que je vois un truc un peu nouveau, t'as l'air assez curieux comme envie gars, d'y aller. Mais tu sais, dans tout, genre vraiment, on était au Pérou, je voyais un cocktail qui avait un nom de fou furieux. Je dis ça c'est pour moi. Je me suis retrouvé avec un truc, mec, j'étais arraché à la fin. C'était un truc de fou, mec. Non, j'aime trop en fait. J'aime trop découvrir des trucs nouveaux et tout. C'est cool, mais à la fois tu dois te dire, à la fois c'est vrai que c'est un peu chiant parce que t'as envie de tout faire, quoi. Mais justement, je me dis, un mec comme toi, il doit se dire, mais ce mec, il est fou avec son immobilier. Parce que non, mais je dis ça parce que, mais après, ça m'arrive souvent de penser à ça parce que vraiment, ma vie, elle est complètement banale. Du genre, mais moi, j'adore ça, hein, tu vois. Donc, j'adore la routine, tu vois. Donc, en fait, je fais que travailler. C'est ce que j'aime.
Quand je travaille pas, c'est parce que je fais des autres trucs liés à l'immobilier. Ou alors, vraiment, éventuellement, tu vois, je regarde un documentaire sur l'histoire, un truc comme ça, où je lis un livre. Mais c'est assez, c'est vraiment, vraiment basique, tu vois. Les vacances, ça m'intéresse pas. J'aime pas partir à l'étranger. Enfin, tu vois, où je pourrais voir. Non, un truc qui m'intéresse vraiment, par contre, c'est Shanghai et Tokyo. Voilà, oui, c'est où. Quand même. Voilà, les trois villes, effectivement. Mais sinon, enfin, je veux dire, c'est ce que j'aime fondamentalement, tu vois, c'est venir ici travailler. Mais du coup, j'ai jamais de. Tu vois, j'ai rarement de l'inconnu, comme tu dois en avoir toi tout le temps. Mais c'est bizarre parce que tu dois dire vraiment que je dois me faire chier dans ma vie. Hein. Non, mais je te jure, ça va. Moi, je suis comme toi à la base. Moi, je suis comme toi. C'est juste que pour moi, on a trop de possibilités en fait. Vraiment, on peut tout faire. Et pour moi, tout est accessible. Ouais. C'est-à-dire, même moi, si là, j'ai envie de me mettre à l'immobilier, je peux être accompagné par un gars comme toi. Et c'est faisable en fait. Et moi, ça m'intéresserait. Je trouverais ça trop cool en fait. Mais dans tous les domaines, il y a plein de domaines où je me dis putain, mais vas-y, j'aimerais trop en fait être juste sound designer pour des youtubeurs. Et leur dire, vous m'envoyez votre vidéo, moi je rajoute juste les SFX dessus. Et votre vidéo, elle sera 1000 fois mieux, juste avec des petits sound effects, quoi. Et c'est un truc parce que j'adore faire des SFX et je vois des opportunités partout. Et il y a un jour où je me suis dit, vas-y, mais je vais proposer ça. On verra, peut-être ça peut donner quelque chose. Après, j'ai réfléchi et je me dis, bon, je vais quand même me casser le cul à faire le travail actif, c'est un peu relou, quoi. Je préfère vendre des formations. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est juste pour illustrer un peu le propos, dans le sens où il y a vraiment trop de choses à faire et même si toi genre tu me dis vraiment c'est l'immobilier, ben tu vois aller comme tu dis à Shanghai voir d'autres manières de faire, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'immo par là-bas. C'est exactement ce que je veux dire. Mais si je veux aller là-bas, c'est juste pour voir comment c'est l'immobilier là-bas. Mais exactement. Mais même c'est quand même découvrir quelque chose de nouveau. Et moi quand je fais beaucoup de voyages avec ma copine, mais tout le temps dans les voyages je pense aux vidéos et je filme 10 000 trucs. Et en fait, je déconnecte jamais non plus. Mais par exemple, au bout d'un moment, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais vas-y, mes vidéos dans ma chambre, au bout d'un moment, les gens, ils vont péter un câble. Du coup, c'est trop cool si je peux justement voyager, découvrir des nouvelles cultures, voir de nouvelles choses, peut-être prendre du temps pour surfer, faire des trucs un peu que je kiffe trop faire. Et à la fois utiliser des plans pour peut-être illustrer des nouvelles choses. Même avec Bilost, je peux utiliser des plans sur des plages où c'est méga beau et tout ça. Donc à chaque fois, j'ai quand même mon intérêt pour la création de contenu ou alors pour les business qui est là, quoi. Je fais rien sans ce truc, tu vois. C'est clair. Mais je pense que c'est très bien en fait. C'est comme ça qu'on arrive à faire des grandes choses. Je veux dire, tu serais pas où t'en es dans l'IMO si t'étais pas obsédé par ça, si tu kiffais pas autant, si ce que tu kiffais pas. Parce qu'au final, ce qui est le plus important, c'est la routine. Tu vois, moi aussi, j'ai une routine. Au final, pendant 8 mois, j'ai le volet. Donc, de toute façon, je peux pas voyager. Mais ma routine, c'est le matin entraînement. L'après-midi, je rentre, je mange et je bosse jusqu'au soir, jusqu'à l'entraînement du soir. Et puis, c'est ma routine aussi, tu vois. C'est ce que je kiffe trop. Mais c'est juste que j'ai envie de tout faire et de m'intéresser à tout. Après, des fois, tu peux juste t'intéresser aux choses sans forcément en faire un business, tu vois. Ça, c'est sûr. C'est clair. Donc, ouais. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eue en lançant Bilost, une marque de e-commerce du coup Enfin, je peux le dire comme ça. Ouais, c'est clairement, de e-commerce. Hein, parce que c'est assez, enfin, c'est le rêve de beaucoup de monde, je pense. Lancer sa marque et tout. J'imagine c'est comme les marques d'habits. J'avoue. Mais des gens qui le font vraiment, il y en a peu, quoi. Et après, ça reste quand même très concurrentiel. Et je me dis, est-ce que toi, tu as utilisé ton image sur YouTube pour lancer ça ou pas? Parce que si tu as déjà une audience, c'est quand même plus facile, quoi. C'est complètement différent en fait, c'est une approche complètement différente. Après, nous on a construit une commu sur Insta de 100 000 abonnés en 3 mois, ce qui fait que peut-être que même sans moi, sans mon image, on avait quand même une commu qui était là et qu'on avait construite full en organique sur Insta, en postant des reels. Ah ouais? Ouais, c'est le moment où les reels explosaient de fou. Ah ouais? On mettait un peu des reels motivation, des trucs un peu comme ça. Excellent. C'est vraiment dur pour une marque de faire ça. Hein. Ouais, mais on n'était pas une marque justement à ce moment-là. Ouais, alors ouais. En fait, nous, mais le comme compte, je t'avais dit, on Bilost. avait, ouais, tu vois. À la base, on avait vraiment que le message en fait. Ouais.
Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire comprendre un peu aux gens, c'est qu'un business, c'est pas vraiment une offre, tu sais, genre. Les gens le conceptualisent trop comme du business, en fait, comme la connotation qu'on a du mot business de manière générale, faire de l'argent, vendre quelque chose, etc. Alors que pour moi, je vois vraiment le business comme comme une transmission d'un message ou de connaissances ou de quelque chose qui va au-delà de l'aspect financier, d'une offre basique ou autre, tu vois. Pour moi, Bilos, c'est avant tout moi qui ai envie de transmettre quelque chose aux gens et de les faire évoluer grâce à un message. Et en fait, après, les bijoux, ils sont là pour pouvoir porter un peu ce message constamment sur soi et c'est en fait un rappel. C'est Mhm. comme ça qu'on vend les bijoux sur Bilost. Ok. Et Et je dirais que le plus dur, c'est justement cette authenticité et à la fois un peu cette vulnérabilité. De pouvoir se dire, ok, c'est vrai que ben, nous, tu vois, pour transmettre notre message, on a été obligé de dire, ben, on était vraiment dans une situation de merde, tu vois, genre la décrire et faire comprendre que c'est normal et que c'est ok d'ailleurs et que c'est même très bien parce que ça va nous faire grandir et tout ça et tout ça. Et il y a des gens, ils veulent pas se mouiller un peu. Ils Mhm. veulent tout, ils veulent faire du business, mais à la fois, ils n'ont pas envie de raconter une histoire parce que dans l'histoire, bah, il y a forcément des moments qui ont été compliqués pour eux. Ok. Tu vois, donc pas avoir peur de dire les choses et d'être hyper transparent. Mais je pense que dans le courtage, c'est un peu pareil. Genre, tout ce qui est un peu authenticité, le fait de transmettre et d'être très précis dans ce que tu dis aux clients, trucs comme ça. J'avais entendu parler de ça. Peut-être je suis en parallèle qui n'a rien à voir parce que je m'y connais très peu dans le bail. Tu me diras si c'est vrai. Mais j'avais entendu dire que Je vais te dire. les agences de courtage étaient très peu précises et que c'était un gros problème qu'il y avait de manière générale Ah oui. où il manquait un peu de la clarté Ouais, c'est vrai, dans c'est ce vrai. qui se disait. C'est parce Après, qu'il y en a beaucoup qui en ont aucune idée, hein. Ouais, ouais. c'est un peu le problème de l'immobilier quand même, hein. C'est que n'importe qui peut en faire et du coup Mhm. souvent c'est fait à n'importe comment. Mais bon, c'est pas le. Mais clairement le 20% des gens font le 80% du travail en Ok, immobilier, hein. Ça c'est sûr. ouais. Et puis après il reste le 80% des gens qui font un peu n'importe quoi. Qui fait un peu Mais nimp. c'est dommage ça. C'est dommage parce que ça salit un peu l'image, Ouais. mais ok, je vois le parallèle que tu veux faire. Mais tu vois, moi je m'attendais à du genre, je m'attendais à gérer les stocks avec le fabricant ou la galère d'assurer la qualité, mais du coup Ah rien non, à ça voir. c'est juste trop chiant en fait. Ouais. Alors ça c'est sûr, c'est C'est pas la grosse le plus galère. chiant de tout, hein, de tout. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, en fait, tant que sans message, t'as pas de marque en fait. Donc t'as Ouais, pas de logistique. bien sûr. Tu vois là où je veux en venir. Ouais, Sans vente, en fait, t'as c'est pas ça. de logistique. Ouais, c'est clair. Et donc c'est prendre un peu le problème vraiment à la source et où les gens ils se disent ok bon je galère avec la logistique, faire ci et faire ça, etc. Alors qu'ils comprennent pas le fond de ce qu'ils veulent créer en fait. Mhm. Ok, je vais faire une marque d'habits, mais la marque d'habits, elle va apporter quoi sur le marché? Ouais. C'est juste pour faire une marque d'habits, je vais acheter un truc chez H&M, Ah, bien tu sûr. vois. Ah, complètement, hein, t'as raison. Ouais, C'est je c'est un vois peu exactement ce que tu veux c'est un dire, peu le hein. fond de Ouais, mon message. Après, je sais pas comment j'ai complètement. fait un parallèle avec le courtage. D'accord. Je vois exactement ce que tu veux dire. Sur YouTube, toi, t'as jamais eu de problème à te montrer sur YouTube? Surtout quand tu parles Non. de sujets très, très profonds, tu vois, qui te Ouais, c'est concernent vrai. toi directement. Jamais eu C'est de. vrai. Tu t'es jamais dit, putain, Euh, est-ce que je poste ou oui, pas? 100%. 100%. Ouais. Celle qui a été le plus dur en fait, c'était ma première vidéo de motivation qui a explosé. Mhm. Où c'était la première fois où je me mettais un peu dans un mood un peu sérieux, où j'avais envie de faire un peu des théories sur la motivation, alors que j'étais justement un peu personne, problème un peu de légitimité et tout ça. Ouais. Euh, Celle-ci, elle était un peu dure parce que je savais que ça allait réagir et que les gens autour de moi allaient vraiment me prendre pour un clown parce que j'ai rien fait dans ma vie et je commence à donner des conseils sur la motivation. Ouais. Ouais, moyen, tu sais. Ça Ouais, passe c'est clair. bof. Mais Après, t'étais en déjà fait, vu sur YouTube. ouais, T'avais j'étais combien déjà d'abonnés avant de faire ça? 1000. Ah ouais. Et après, t'es passé à. Après, je suis passé à 25 000. Ah ouais, quand même. D'un coup, ouais. Ouais, ça a été vite après. Après, en un an, j'ai fait 100 000. Mais en fait, c'est vrai que c'est un peu triste, hein, mais le fait qu'elle ait marché, ben, ça m'a donné de la légitimité, quoi. Ouais, c'est clair, bien Parce que sûr. ce que je dis dans la vidéo, c'est ce qui est arrivé. Donc ça a un peu fermé la gueule à tout le monde qui se foutait de ma gueule parce que je l'ai fait, quoi, en fait. Mhm. Donc Ouais, complètement. je passais de la chance, mais heureusement, quoi. Heureusement. Parce que sinon, c'est vrai que je passais un peu plus pour un clown si cette vidéo, elle faisait 500 vues, quoi. Ouais, c'est On clair. va C'est pas clair. se mytho.
Tu t'attendais à ce que ça pète comme ça? Parce que toi, t'en as une qui a vraiment pété. Après, c'est parti. Ouais, exact. Ouais. Bah, une, et puis après, il y en a d'autres qui ont pété. Voilà, mais globalement, c'est. Il y a eu un déclencheur. Parti, ouais, c'est ça, 100%. Ouais. Que j'ai jamais eu, moi, parce que l'immobilier en Suisse, ça intéresse personne. Donc, c'est dur. Mais non, regarde, ça intéresse 16 500. Peut-être même plus maintenant, parce qu'il marche pas ton compte. C'est vrai. Tu m'as dit en off avant que tu avais potentiellement un projet plus immobilier. Parce qu'il faut quand même faire un parallèle avec le but de cette chaîne. C'est quoi? Raconte un peu. Alors, en fait, moi à la base, j'ai un studio qui est dans ma chambre. Et c'est là où je tourne un peu mes cours pour la formation, c'est là où je tourne quelques plans YouTube, quelques trucs que j'ai besoin de filmer par-ci par-là. Mais c'est vrai que là, dans l'optique des vidéos que j'ai envie de faire sur ma chaîne en ce moment, qui sont des vidéos qui sont plus que juste une simple vidéo où j'ai envie de peut-être partager une philo ou un truc comme ça, là j'ai vraiment envie de partir sur une sorte, un style un peu docu, un peu plus poussé, avec un message de fond très, très fort et très propre à moi-même. Et du coup, j'essaie à chaque fois de construire un peu un univers autour de la vidéo, qui est vraiment propre à la vidéo. C'est-à-dire, c'est pas juste propre à ma chaîne, c'est vraiment là propre à cette vidéo-là. Et je me suis rendu compte que, au fur et à mesure que j'avance un peu dans les projets, bah, le studio correspond pas forcément à l'univers de toutes les vidéos que je vais faire. Donc j'avais envie de trouver peut-être un local où j'allais faire différents décors et pouvoir switch entre les décors. Peut-être qu'une vidéo elle serait un peu plus sombre, alors à ce moment-là je vais aller sur des décors un peu plus sobres et dans les tons foncés, etc., etc. Du coup j'ai voulu trouver en fait un local à la base pour faire vraiment mes plans et mes trucs. En regardant les locaux, c'est quand même un investissement, genre tu peux hésiter entre un monteur ou un local. Moi, je me dis, bon, est-ce que vraiment le décor est si important, tu vois? Donc, je me dis, à la limite, ce qui pourrait être pas mal, ce serait de rentabiliser le local en le louant à des gens qui seraient eux aussi intéressés à peut-être faire des podcasts, à peut-être tourner des vidéos, avec des décors qui pourraient correspondre à leurs objectifs de création de contenu. Donc pourquoi pas en fait peut-être partir dans un projet où on permettrait à certaines personnes de louer le local pendant un certain temps pour faire leur contenu. Et c'est comme ça que, et quand je dis on, en fait c'est ma copine et moi, parce que Sophie adore décorer en fait. Genre vraiment, c'est trop son délire, elle kiffe trop et elle a du goût. Alors que moi, je pourrais te foutre, je sais pas, vraiment, je pourrais faire n'importe quoi. Non, tes vidéos, elles sont incroyables. Le design de tes vidéos, c'est super bien monté. Mais parce que c'est Sophie qui fait le. Non, je rigole. Non, mais dans les décors, c'est vrai qu'elle, et puis surtout, elle adore faire ça en plus, donc ça pourrait bien matcher. Moi, ça me saoule les décors parce que. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des infinités de possibilités, tu sais jamais vraiment si ça donne bien ou pas, c'est un peu galère. Donc tu penses pas de ce décor là? Franchement, il est cool, il est vraiment sympa. Moi, juste les néons, c'est pas mon délire. La lumière? Ouais, les lumières de couleur. Okay. Mais par contre, sinon, tout le reste, j'aime bien, j'adore les backlights, les petites lumières comme ça, c'est trop cool. La lumière bleue derrière sur le fond, je l'aime bien, mais c'est vrai que les néons comme ça, après. Tranquille. Ok. Non, c'est bon, on enlèvera tout. Tu sais, le gars, il va tout changer. Non, je rigole. Non, en fait, je t'explique, c'est juste que pour moi, c'est un peu revu dans les podcasts de manière générale. Ouais, non, mais ça, c'est du sûr, coup, je trouve que le côté un peu sobre, sans les lumières, pourrait être très, très cool aussi. Mais... Et vu que tu aimes tester des trucs, tu testes des trucs que les gens font pas. Exactement. Excellent. On va mettre un logo là, Inved là, t'en penses quoi là? Ouais, à part ça, c'est cool. Ah ouais? Bah ouais, je trouverais bien. Ça remplirait un peu le fond, ça pourrait être stylé, j'avoue. Ouais, stylé. Non, globalement, cool. il est vraiment cool. Juste, d'ailleurs, c'est un peu comme ça que nous, on voulait se démarquer. Ouais. Parce que quasiment tous les studios de podcast, en général, ils partent souvent dans des néons de couleur violette, etc. Et c'est un peu où on était là en mode, pourquoi est-ce qu'on n'amènerait pas un truc peut-être un peu plus sobre, un peu plus corporate, pour ouvrir la cible au podcast, peut-être aussi à des entreprises qui voudraient tourner des vidéos et pas avoir ce style un peu néon qui fait très YouTube et tout ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors il
a énormément en France, il y en a énormément à Dubaï, il y en a énormément aussi. Clair, ouais. Donc tu peux tout louer n'importe quoi, Ouais. n'importe quand, la nuit. Ce que tu peux pas ici, évidemment. Il doit y avoir 3 Ouais. studios sur toute la Suisse Ouais, romande. clairement. Et c'est clair qu'il y a de la place pour ça. Mais je me dis, c'est quel genre de personnes que tu vises, tu vois. Parce que du coup, tu vas toucher des personnes différentes. J'y ai pensé aussi. Et là, ça me fait un peu mal au cœur que tu dises que c'est pas corporate, parce qu'on a justement voulu garder un petit peu corporate. Moi, c'est que les néons. Hein. Vraiment, c'est que le néon. Ok. Sinon, c'est très corporate, t'inquiète. Vraiment. Parce que là, on est dans les bureaux à Vevey, du coup, hein, les bureaux de Inved. Non, mais excellent. Puis c'est pour quand ce projet? En fait, là, je bosse encore sur un autre nouveau projet. Du coup, j'ai besoin juste un petit peu de temps. Pour le moment, on fait que visiter les locaux pour pouvoir peut-être mieux se représenter à quoi ça pourrait ressembler, un peu les différentes options qu'on pourrait avoir. Du coup, pour le moment, on prend juste le temps de visiter un peu les locaux commerciaux qu'on a un peu autour de chez nous. Et on pensait peut-être s'y mettre un peu plus sérieusement en septembre, par là. Ok, d'accord. 2025. Ah, excellent. Donc, par là autour, ouais. Toi, ça t'arrive souvent d'être reconnu dans la rue, là, ici? En Suisse, un peu, ouais. En Suisse, ouais. En France, plus. En France, plus. Plus en France qu'en Suisse. Ouais. Malgré le fait qu'en France, il y a 10 fois plus d'habitants. Ouais. Voire J'ai même 10 fois plus d'abonnés. Mais je dirais, mais il y a 40 fois plus d'habitants en France, parce Clairement, qu'ici, c'est Suisse romande, tu vois. Oui. C'est clair, ouais. c'est très petit. Non, mais après, moi, je compte que la Suisse romande parce qu'en Suisse allemande, personne ne me. Ah, justement, ouais. Voilà, moi aussi, je pense pareil. Ouais. Du coup, ouais, c'est sûr que en France, en fait, alors, qu'ils me reconnaissent, je sais pas exactement parce qu'ils viennent pas tous me le dire. Ouais. Après, on a un peu un sixième sens. Je sais pas si toi on te reconnaît, mais je pense qu'en Suisse romande, oui, quand même. Ouais. Et des fois, il y a des gens qui te regardent en mode ouais. Et toi, tu captes tout de suite qu'on t'a reconnu. Ou alors, il On te se prend en dit photo, putain, ouais. mais il me dit quelque chose, ce mec. Ouais, mais... ouais. Ou alors, ouais, je De comprends. En France, en fait, c'est quand même un peu plus habituel que les gens viennent te parler quand ils te reconnaissent. Ils ont moins cette distance qu'on a en Suisse. Aussi, socialement, je pense qu'en Suisse, on est un peu plus froid. C'est pas qu'on est froid, c'est qu'on aime moins déranger, je pense. Ouais, clairement. Alors qu'en France, t'as des gars qui se font reconnaître et pendant, je sais pas, toute leur marche, ils se font courir après. Du coup, c'est vrai qu'il y a un peu moins il y a cette vidéo de Squeezie quand il est dans son documentaire, Squeezie là. Il y a cette vidéo, ce passage, tout d'un coup il y a un gosse qui le reconnaît, puis après il y a 150 gosses, ça arrête pas et ça vient, on fait une photo, après bon voilà, je te compare à Squeezie, j'espère que ça te fait plaisir quand même. Non, mais moi aussi il y a vraiment plein de gens qui me suivent, qui me courent après. En vrai de fou. Et t'as jamais eu un hater qui est venu te dire. Moi j'ai l'impression que le hater, s'il te reconnaît, il vient pas te parler tout simplement. Ouais, il se barre, il faisait rien. Ouais. Après moi je suis dans une niche où aussi faut vraiment avoir la haine pour détester un mec qui à la base veut juste motiver un peu les gens, les inspirer. Ouais. Toi, c'est pas comme si je suis moins dans le divertissement déjà. Dans le divertissement, c'est beaucoup plus facile qu'il y ait de la haine qui se crée. Déjà parce que l'audience est plus jeune, donc elle est un peu moins smart, et un peu plus émotionnelle, on va dire. Et dans le divertissement, il y a peut-être un peu plus de drama, il y a un peu plus de trucs un peu, voilà. Moi, franchement, je me mouille pas trop par rapport à ça, tu vois. Genre, ouais. Tout à fait. Je fais même pas exprès, je fais même pas attention à pas mouiller, c'est juste comme je suis. C'est vrai que j'ai des intentions qui sont. J'ai jamais fait quelque chose vraiment dans l'intention de créer du drama ou de. Enfin. Ouais. Non, bien sûr, c'est clair. Et comme toi, je pense. Ouais, non, parler d'immobilier. Après, quand tu commences à faire des pubs sur Meta, c'est différent. C'est clair. Non, alors les pubs, ça c'est autre chose parce que là, t'as forcément des rageux, des haineux, mais des gens qui, eux, de toute façon, ils ragent contre tout. Hein. Ah oui, non, mais eux, alors c'est leur vie. Mais moi, ça me régale. Lire les commentaires de mes pubs. Tu lis les commentaires. Mais c'est incroyable. Ah ouais, putain. Alors, tu lis pas, toi? Mais non. Mais mec, lis, tu te régales, c'est fou. Genre vraiment, moi, je lis des trucs fous. Mais... Ah ouais. En plus, putain, mais c'est sûr, ils vont pas avec ces pubs. Ouais, c'est pour ça qu'elles tournent depuis 2 mois et qu'on met un budget de fou dessus, mais c'est sûrement parce qu'on vend pas dessus. C'est les gars super logiques. Ouais, en plus, c'est des doctorants, les mecs. Ah ouais, non, c'est les gars, ils ont fait des études. Ils connaissent bien le marketing et Meta, tout ça. C'est un délire. C'est quoi tes objectifs pour la suite là? YouTube.
J'aimerais Ah bien, ouais? en fait, pour moi, je me suis un peu trop éloigné à cause des business et tout ça, alors que le fond de ma passion, de là où j'ai commencé, c'est vraiment YouTube. Ouais. Et j'ai l'impression de m'être un peu trop éloigné des vidéos que j'avais l'habitude de faire, etc. Là, je suis parti un peu sur du contenu, je trouve un peu trop fade, qui Ok. manque un peu d'impact, qui manque un peu d'authenticité. J'étais trop sur du facecam, à tout le temps parler, à vouloir délivrer un peu de la valeur et tout ça, mais sans forcément. Toi, à la base, les gens ils m'ont suivi quand même pour l'histoire d'un mec qui se bat pour réaliser un peu son rêve de devenir youtubeur et d'en faire son métier. Et, et une fois que c'est devenu un peu réalité, c'est vrai que bah, mes contenus, c'était plus vraiment, bon, bah, je vais faire une vidéo sur les IA, je commence à écrire un script, et mon but, c'est qu'à la fin des vidéos, eh ben, ils ont appris quelque chose sur les IA, quoi. Mais Hmm. alors que le but profond de ma chaîne, à la base, c'était de partager un peu l'histoire et de créer un peu l'histoire tous ensemble autour de moi qui veut devenir quelqu'un dans ce monde un peu de YouTube et tout ça, et faire des grandes choses. Et on a perdu un peu cette histoire-là. Et du coup, j'aimerais beaucoup la retrouver avec les prochaines vidéos qui arrivent. Ok, excellent. C'est quoi d'ailleurs, quand tu fais un script sur YouTube, tu rédiges en entier la vidéo? Ouais, mais Ah souvent ouais. partie par partie. Ah ok. Je fais pas tout en entier. Ok. Après, ça dépend Parce quelle que tu vidéo, lis pas, forcément. mais quand tu fais un facecam, tu lis pas un texte. J'ai un script, oui. Ah ouais. Mais ça dépend. Tu fais du. Non, j'ai pas de prompteur. Ah là, putain, merci. J'en ai un pour les formations, les Hmm. cours. Mhm. Certains cours de storytelling, ils duraient 1 heure, j'en pouvais plus, j'aurais jamais réussi à faire sans prompteur. Sans prompteur. Mais par contre, sur YouTube, en général, j'ai quand même un script. Je regarde la phrase, après je regarde la caméra et je me dis, ok, imagine, c'est un pote à qui tu as envie de partager ton histoire, et je le Ouais. dis avec mes mots. Donc j'ai un script, Ok. c'est vraiment juste là pour avoir une bonne ligne directrice. Après, il y a des phrases qui sont importantes et que quand je les écris, elles sont vraiment faites pour simplifier un truc un peu complexe. Et du coup, c'est vrai que bah, certaines phrases, je les sors telles quelles parce qu'elles ont vraiment été travaillées pour que ça simplifie un peu la compréhension, tout ça. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, Ouais, c'est quoi qui te fait vivre le plus? Ça reste le business quand même. ouais, 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 Belost ah ouais, est c'est clair. beaucoup plus que. Parce que les vues sur YouTube, Ouais. ça non plus, c'est Non, pas. non, ça c'est. Moi, je dois gagner 130 francs par mois à peu près. Je suis pas loin aussi. Donc, ça finance pas le Mais business. toi, tu es dans une niche par contre où le revenu par 1000 Ah, vues, parfait. il est haut de fou, non? Ah, c'est possible. Mais tu vois, Mais il il faut faudrait faire faire beaucoup de vues beaucoup quand même. plus de vues Ouais, que ce qu'on fait, tu vois. ouais, j'imagine. Mais oui, je pense, c'est possible. Ouais. Ouais, Ouais. à fond. Bon, bah écoute, Mathias, c'était un plaisir en tout cas. Bah, Merci plaisir. beaucoup pour le partage. À Et fond, puis je te merci à souhaite toi. le meilleur pour la suite, en tout cas. Merci, pareil. Ciao, ciao.